Mesdames et messieurs, bonsoir. Le dernier journal de la journée, c'est tout de suite. En voici les titres. Ils sont mécontents, les travailleurs de la fonction publique. Ils sont les premiers à percevoir les augmentations salariales qu'a entraîné l'abrogation du 87 bis. Ils se disent insatisfaits du niveau de revalorisation de leurs primes. La saison du Hajj et les préparatifs pour l'accomplissement du voyage sacré vont bon train. Les pouvoirs publics promettent de faire mieux que les années précédentes. Constat dans ce journal. Attention, coup de soleil, la saison estivale est propice aux lésions causées par une surexposition en rayons ultraviolets. Que faut-il faire pour éviter de transformer le bonheur d'une journée à la plage en un vrai cauchemar la nuit? Élément de réponse dans quelques instants. Et puis international, avec l'ouverture officielle de la deuxième voie du canal de Suez, l'Égypte attend beaucoup de ce passage maritime. Canal de Suez 2, les enjeux et les attentes d'une Égypte tourmentée. On aura l'éclairage de Melk Belhassi. Mais avant de développer tous ces titres, d'abord cette information émanant de l'armée nationale. Dans un communiqué, le ministère de la Défense annonce la destruction de 18 abris de terroristes ainsi qu'un atelier pour la confection de bombes artisanales. C'est un détachement de l'armée nationale populaire à Ain Defla qui a conduit à cette opération. Les éléments de l'armée ont également récupéré 3 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, un important lot de munitions et d'explosifs, des postes émetteurs-récepteurs, des téléphones portables et des outils de détonation. L'abrogation de l'article 87 bis du Code du travail est bel et bien entrée en vigueur. Et à y voir de plus près, pas de grands changements pour les quelques 2 millions de travailleurs concernés. En effet, ils continueront à percevoir des salaires de moins de 18 000 dinars, à l'instar des salariés du secteur de la santé, de l'administration et bien d'autres. C'est en tout cas ce que pensent les travailleurs concernés qui attendaient pourtant beaucoup des annonces relatives à l'abrogation du 87 bis. Le constat avec Karim Bouaziz. C'est le premier syndicat concerné en termes de nombre, à savoir l'UGTA, qui est monté au front. D'après Mounir Bataraoui, son secrétaire général, cette abrogation n'est que de la poudre aux yeux, même s'il ne réfute pas une augmentation des salaires. Mais celle-ci est très légère et cela concerne que l'indemnité forfaitaire compensatrice qui est aussi entre 690 et 3200 dinars. Quelques chiffres. 51 000 salariés de la santé publique, par exemple, continueront à toucher moins de 18 000 dinars en dépit du décret abrogeant l'article 87 bis. L'État est le premier employeur du pays. En moyenne, les salaires attribués se situent entre 7 000, 12 000, voire 14 000 dinars, qui seront légèrement augmentés, mais n'effleureront que rarement les 18 000 dinars, alors que le salaire minimum devait au moins les avoisiner. Précision. Ces salaires sont, faut-il le souligner, ceux des travailleurs permanents et ne concernent pas les autres formules de recrutement temporaire ou d'insertion professionnelle non concernées par cette disposition. Le secteur de l'administration connaît la même situation. Les travailleurs communaux dénoncent donc une trahison. Après plusieurs années de négociations, le corps commun du secteur des communes n'ont pas eu droit aux augmentations salariales pourtant promises. Même topo dans le secteur de l'éducation. Les agents de sécurité et les employés de l'administration ne se font plus d'illusions. Les employés de l'administration ne se font plus d'illusions. L'amélioration des salaires ne se fera pas à travers la revalorisation du salaire minimum, mais avec la révision du statut particulier des travailleurs de l'éducation. Les discussions sont actuellement en cours pour la création d'une suprafédération afin de permettre justement à l'ensemble de cette couche de travailleurs, c'est-à-dire ceux qui revendiquent un vrai SMIG à 18 000 dinars, de se réunir. La rentrée sociale risque d'être très mouvementée pour l'équipe gouvernementale en charge de ce dossier. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Taïeb Loha, a annoncé ce matin à Alger que la réforme de la justice se verra renforcée par de nouveaux amendements. Le premier est relatif à la protection des données personnelles et le deuxième concerne l'utilisation de l'empreinte génétique. L'objectif de la réforme, renforcer le pouvoir judiciaire et protéger les droits, les libertés ainsi que les biens publics et privés. Une déclaration faite en marge d'une cérémonie de sortie de promotion
des élèves magistrats à la Cour suprême. On l'écoute. Nous allons procéder à la réforme du tribunal criminel. 2 projets de loi vont être élaborés, celui lié à la protection des données personnelles et le deuxième concerne l'utilisation de l'empreinte génétique. Le volet relatif à la modernisation de la justice connaîtra l'extension du système du procès à distance, l'utilisation de la vidéoconférence et l'extension de la signature par voie électronique des documents délivrés par la justice. Une conférence nationale sera organisée au cours du 2e trimestre de 2016 sur les réformes du secteur de la justice et l'évaluation des acquis réalisés. On est à quelques jours des premiers départs vers les lieux saints. La saison Hajj 2015 sera donc lancée très bientôt avec une promesse. Les conditions d'hébergement des Hajjis ainsi que leur transport seront améliorées. L'Office national du Hajj et de la Umrah assure que cette année, l'accomplissement du 5e pilier de l'islam se passera dans de meilleures conditions que les années précédentes. Marim Mahyouz. Plusieurs mesures liées à la préparation de la saison du Hajj 2015 ont été prises pour améliorer les conditions des Hajjis à la Mecque. L'Office national du Hajj et de la Umrah l'affirme, les Hajjis vont pouvoir accomplir leur 5e pilier de l'islam sans souci. Pour le moindre problème, les Hajjis ont à leur service un guide à même de leur faciliter la tâche. Les guides seront dotés d'une tablette électronique où tous les numéros de la famille des Hajjis seront enregistrés. Les familles en Algérie auront elles aussi les numéros des guides pour avoir des nouvelles de leurs proches. Les frais du Hajj 2015 sont estimés à 412 000 dinars, transport aérien compris. Et pour la première fois cette année, les billets seront numérotés, ce qui devrait faciliter la tâche aux pèlerins. Pour toute explication, cette fois-ci, les pèlerins vont pouvoir identifier leur hébergement à travers la numérotation qui est inscrite sur leur billet. Des bureaux sont ouverts à travers tout le territoire national. Ils seront 28 800 Hajjis autorisés à accomplir le pèlerinage 2015. Pour le bon déroulement de cet important événement, le directeur de l'Office national du Hajj et de la Umrah a donné instruction pour une prise en charge de tous les pèlerins algériens, même les Hajjis libres. C'est vrai qu'il n'y a pas un programme spécial pour les pèlerins libres. Pour cette raison, dans les prochaines éditions, nous ferons en sorte qu'ils seront tous pris en charge. 45 agences touristiques sont concernées par l'organisation de la saison du Hajj 2015, dont 2 agences publiques. Le premier vol vers le lieu saint est prévu le 26 août et le dernier départ est fixé le 16 septembre. À partir de 2019, la Société nationale des transports ferroviaires SNTF devrait se transformer en SPA, Société par action. C'est ce qu'a annoncé ce matin le ministre des Transports, Boudjma Atlahi, en marge d'une réunion de travail et d'évaluation des cadres de la SNTF. Le ministre des Transports a insisté sur la nécessité de moderniser le réseau ferroviaire. Un réseau qui devra atteindre, à l'horizon 2020, plus de 12 000 km. Boudjma Atlahi a également affirmé que les retards enregistrés sur les vols d'Air Algérie sont passés de 50% à 20% durant les 3 derniers mois. Et puis, désormais, les voyageurs seront indemnisés en cas de retard. Logiquement, si on exécute le plan d'organisation tel que nous sommes en train de l'arrêter, au bout de 3 années à 4 années, c'est-à-dire entre 2018 et 2019, nous serons un groupe économiquement viable qui dégagera de la richesse, donc de la croissance. Les statistiques, les retards enregistrés au niveau d'Air Algérie sont passés d'un taux de 50% à 20% durant les 3 derniers mois. Si le retard est de 2 heures, les voyageurs seront immédiatement indemnisés. Le thermomètre ne cesse d'augmenter ces derniers jours. Une situation qui pousse des milliers d'estivants à se ruer vers les plages, parfois même sans prendre leurs précautions pour se protéger des rayons du soleil, ignorant parfois les dangers qu'ils peuvent entraîner sur leur santé. Certains s'exposent au soleil à la mi-journée, le moment où les rayons ultraviolets sont particulièrement nocifs pour la peau. Les détails avec Malal Chefaï.
Chaleur oblige, des milliers d'estivants prennent d'assaut les différentes plages de la capitale, et ce depuis l'ouverture de la saison estivale, et surtout avec la canicule ambiante de ces derniers jours, qui atteint en moyenne les 42 degrés, ce qui fait converger de jour comme de nuit de nombreuses familles vers les plages et goûter un tant soit peu de fraîcheur marine, rien de mieux pour se détendre. Du moment qu'il y a une forte chaleur, on profite pour se rendre à la plage. L'eau est fraîche, du coup on nage bien. Pour éviter la canicule, le seul moyen c'est d'être au bord de la mer. Avec cette chaleur, se rendre à la plage est mieux que de rester à la maison. Après qu'ils aient annoncé une chaleur qui dépassera les 43 degrés, nous avons décidé de venir à la plage. Se rendre à la plage est certes le meilleur moyen de se rafraîchir, mais la vigilance est de mise, notamment pour les enfants et les personnes âgées. Il faudra prendre certaines précautions par rapport aux personnes âgées, notamment celles atteintes de maladies chroniques telles que les hypertendus, les diabétiques et les cardiaques et autres asthmatiques, car il y a un taux d'humidité très élevé. Il faut qu'ils se rendent à la plage à partir de 17 h. En prenant compte bien sûr des conseils des médecins, se rafraîchir avec l'eau de mer reste un bienfait simple pour de nombreuses personnes, en attendant quelque peu une baisse des températures du thermomètre. International à présent avec l'Égypte et El-Sisi qui a inauguré aujourd'hui la deuxième voie du canal de Suez. Un projet destiné à relancer une économie à genoux. La cérémonie de lancement se déroulait en grande pompe cet après-midi en présence de plusieurs personnalités dont plusieurs chefs d'État et de représentants diplomatiques de plusieurs pays. Canal de Suez 2, les enjeux et les attentes d'une Égypte tourmentée, l'éclairage de Melk Benhassi. Abdel Fattah el-Sisi a réussi son coup. Il donne une nouvelle vie au mythe. Le dédoublement du canal de Suez est une entreprise peu commune, pharaonique, nécessitant les moyens de la nation financés à 80% par les Égyptiens. Elle a été réalisée en un temps record, 1 an ou un peu plus. Le spectacle était grandiose cet après-midi en présence des délégations du monde. Pourquoi dédoubler le canal ? Pour l'adapter aux besoins des échanges internationaux. Depuis des décennies et le développement des navires chargés de suivre le dynamisme des échanges internationaux, le canal dans sa conception et sa vocation originelle répondait de moins en moins aux besoins de notre temps. Les supertankers renouaient avec l'ancienne route du Cap de Bonne-Espérance, rallongeant les trajets, prolongeant le temps, en augmentant évidemment les coûts de transport. Grâce au dédoublement du canal, c'est désormais une autoroute qui relie dans les deux sens la Méditerranée à la mer Rouge. L'Égypte escompte doubler et peut-être plus ses revenus de ce passage express entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Pour ce pays, économiquement, c'est la récupération en grande partie des revenus du tourisme compromis par la situation politique présente. Politiquement, le mythe du canal nationalisé par le président Abdel Nasser en 1956 rejaillit tout naturellement sur le maréchal Abdel Fattah el-Sisi, dont le début de règne a été terni par des méthodes sans rapport avec la démocratie, dont s'est pourtant réclamé des semaines durant la place Tahrir, qui a mis fin au règne de Hosni Moubarak et à la dynastie qui a tenté de lui succéder. Historiquement, ce sont 3 dates qui marque cette réalisation. L'inauguration d'abord en 1869, la nationalisation en 1956, le dédoublement aujourd'hui en 2015. La première, celle de l'impérialisme triomphant. La seconde, celle de la résistance, avec même un prétexte qui a servi à l'agression tripartite franco-anglo-israélienne contre l'Égypte. Écraser la révolution algérienne en neutralisant un de ses principaux alliés. La troisième date, celle de la confirmation de la responsabilité nationale de l'Égypte, plus que jamais maîtresse de son destin. Les recherches qui se poursuivent pour tenter de retrouver des rescapés du naufrage d'un bateau au large de la Libye, l'explosion d'une bombe dans une mosquée en Arabie Saoudite et puis la commémoration de la tragédie nucléaire d'Hiroshima et de Nagasaki au Japon. C'est le reste de l'actualité internationale dans la Minute Monde de Nadia Alawa.
Le pire naufrage en Méditerranée depuis le mois d'avril. 200 migrants sont toujours portés disparus. Ils étaient à bord d'un bateau de pêche surchargé. Leur embarcation a chaviré au large des côtes libyennes. 7 navires de secours participent aux recherches. Ils ont pu secourir 367 personnes et repêcher 25 corps. L'Arabie saoudite frappée par un attentat suicide revendiqué par le groupe terroriste État islamique. 15 personnes ont été tuées, dont 12 policiers. L'attaque a été perpétrée par un kamikaze à l'heure de la prière dans une mosquée non loin de la frontière avec le Yémen. L'Arabie saoudite fait partie de la coalition dirigée par Washington pour combattre l'EI en Irak et en Syrie. Le Japon a commémoré les 70 ans du bombardement d'Hiroshima. Le 6 août 1945, à 8h15 précise, un avion américain larguait sur la ville la première bombe nucléaire de l'histoire qui allait exterminer plus de 100 000 personnes. Une commémoration sur fond de polémique sur l'avenir militaire du pays. Le Premier ministre Shinzo Abe tente en effet de faire voter des lois autorisant l'armée japonaise à participer à des conflits. Et on passe maintenant à l'actualité sportive dominée par le football. Tout d'abord, cette information. Il n'y aura pas d'ouverture du stade du 5 juillet pour ce mois d'août. Annoncé dans l'enceinte olympique, les derbys de la première journée de la Ligue 1 n'auront pas lieu dans l'enceinte du stade mythique. Prévu le 15 août prochain, les deux derbys algérois, Nahdu Asma et MC Alger CR Belouizdad, se joueront en fin de compte dans les deux stades, le 20 août 55 et le stade Omar Hamadi de Boulourine. La Ligue professionnelle de football a communiqué ce matin la domiciliation des rencontres de la première journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, prévu le 15 du mois en cours. Très attendu par les amateurs du football national, l'enceinte olympique du 5 juillet n'ouvrira finalement pas ses portes de sitôt, en tout cas pas avant le mois de septembre. Demain, vendredi, aura lieu la 4e journée des poules de la Ligue des champions d'Afrique. L'USM Alger se déplacera à El Alma pour y affronter l'équipe locale. Un match facile pour l'équipe algéroise, diront les spécialistes, mais rien n'est acquis, rappelle l'entraîneur des Rouges et Noirs. On écoute Miloud Hamdi, l'entraîneur de l'USMA, et Sherif Hadjar, le coach du MCE, à propos de la rencontre de demain. Les entraînements se passent très très bien. Et moi je pense qu'il y a une très très grosse concentration des joueurs. Le groupe est motivé. J'ai expliqué la tâche qui nous attendait. Ça va pas être facile. On l'a vu lors du match aller. On a baissé un peu le pied lorsqu'on a mené 2-0. C'est pas ça le football. Le football, un match, ça dure 90 minutes plus arrêt de jeu. Et le match se termine quand l'arbitre a sifflé la fin. Donc je pense que les joueurs sont très très intelligents. Mes joueurs sont matures et on va avoir à cœur de jouer ce match 90 minutes plus arrêt de jeu. Ouais. Même si le plan moral يعني النفسيه تاع اللاعبين وباش نربحوا toujours la confiance de l'équipe, la confiance pour les supporters, il nous faut un résultat positif. malgré que notre objectif c'est pas notre Champions League ولكن مادام رانا في هذه الشامبيونز ليغ كما قلنا للاعبين هذه مغامره ماذا بينا حنا ثاني يعني كره القدم هي لعبه في اللعبه واحد دائما يدخل باش يربح. المهم انا واش لا سيمانه بيان بريباري الماتش نعرفوا باللي صعوبه تاع المقابله. Le classement de la Fédération internationale de football, publié aujourd'hui sur son site officiel, voit la sélection algérienne se maintenir à la 19e place. L'Algérie occupe toujours la première place au niveau africain. Les Verts creusent leur avance sur la France, qui a encore perdu une place et figure à la 23e position. Concernant les éventuels adversaires de l'Algérie dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, le Malawi a progressé de 10 places, il est 98e, alors que la Tanzanie a rétrogradé d'une place et pointe au 140e rang. C'était tout pour ce journal. Rendez-vous demain, même heure, même chaîne. Vous retrouverez Sabrina Louabah à cette même place. Tout de suite, la météo présentée par Menel Chefay. Bonne fin de soirée à tous.